Fernandez était assise chez elle lorsque le téléphone sonna soudainement. Elle décrocha et entendit immédiatement la voix d'une femme qu'elle avait récemment rencontrée. La femme salua la propriétaire et demanda la permission d'entrer. Nora Fernandez fut surprise mais dit qu'elle était heureuse de la voir. Elvira Velasco était déjà assise dans la chambre de la vieille femme, une tasse de café aromatique à la main. La propriétaire posa une question à la jeune femme. Je suppose que tu n'es pas venue ici par simple curiosité. Je comprends que ma visite soit inattendue pour toi. Je voulais te parler lors de ma première visite, mais je ne pouvais pas, car j'avais des affaires urgentes à régler. J'ai déjà entendu parler de ta situation, mais je voulais l'entendre directement de ta bouche. Et la question la plus importante, pourquoi as-tu fait cela à tes enfants, demanda Elvira d'une voix basse. Pourquoi veux-tu savoir? La vieille femme toucha nerveusement son foulard et répondit. Je suis venue de la ville dans ton village, ce qui signifie que je dois le savoir. Mais si c'est difficile pour toi d'en parler, je n'insisterai pas, répondit Elvira. Eh bien, si cela t'intéresse vraiment, je peux tout te raconter, mais ce ne sera pas une histoire courte. J'ai tout le temps qu'il faut, et tu as raison de dire que je dois vraiment connaître cette histoire. Après tout, toi et moi allons nous voir souvent bientôt, dit Elvira. La vieille femme regarda son invité avec une expression triste, puis essuya ses yeux avec un mouchoir et commença son histoire. Tout a commencé il y a bien longtemps, commença Nora, sa voix tremblant légèrement. Ah! L'époque où je n'étais qu'une fille, avant tout cela, avant les erreurs, avant les regrets. La vie semblait tellement plus simple à l'époque. J'étais fille unique et mon père est mort quand j'avais 15 ans. Ma mère ne s'est jamais remariée après sa mort. Elle vivait pour moi. Peut-être que tout a commencé à mal tourner à ce moment-là, quand son monde tournait uniquement autour de moi. Elvira regardait attentivement la vieille femme, sentant le poids des souvenirs qui commençaient à ressurgir. La pièce était silencieuse, à part le bruissement occasionnel des feuilles provenant de la fenêtre ouverte. On avait l'impression que le temps lui-même avait ralenti pour accompagner le récit de Nora. Mon premier amour était Gutiérrez, poursuivit Nora, un sourire faible et amer se dessinant sur ses lèvres. Il avait 1 an de plus que moi. Nous étions inséparables, du moins je le croyais. À l'époque. Il avait ce charme, cette confiance qui me faisait croire que nous serions ensemble. Pour toujours. Lorsque nous sortions ensemble depuis quelques mois, je lui ai dit quelque chose qui, avec le recul, a peut-être été la première erreur. Qu'est-ce que tu lui as dit? Demanda doucement Elvira, se penchant légèrement en avant. Je lui ai dit que s'il me quittait un jour, je ne pourrais pas le supporter. J'étais jeune, naïve et amoureuse. Je croyais qu'il serait le sens de ma vie. Ma mère avait vécu sa vie pour moi, et je pensais que je vivrais la mienne pour lui. Cela me paraissait si naturel, si romantique. La voix de Nora devint nostalgique, comme si elle se rappelait l'innocence de cette époque. L'expression d'Elvira ne changea pas, mais ses yeux brillèrent d'une compréhension silencieuse. Et qu'a-t-il répondu? Nora laissa échapper un petit rire. Il m'a promis que nous vieillirions ensemble, que nous ne nous trahirions jamais. Nous mourrons le même jour, mais en tant que vieux, disait-il. Ça ressemblait à un conte de fées. Elle fit une pause, son sourire s'effaçant. Mais la vie n'est pas un conte de fées, n'est-ce pas? Non, acquiesça Elvira doucement. Ce n'est pas le cas. Nous étions jeunes, insouciants. J'avais 18 ans quand j'ai réalisé que j'étais enceinte. Je me souviens encore de la panique que j'ai ressentie. Je ne savais pas comment le dire à ma mère. Elle m'avait prévenu à maintes reprises, si je tombais enceinte avant mes 18 ans, elle me mettrait dehors. Elle n'était pas une femme dure, mais elle était stricte. J'étais terrifié. Nora soupira. Profondément, comme si le poids de cette peur la hantait encore après toutes ces années. Elle t'a jeté dehors? Demanda Elvira, devinant déjà la réponse. Nora secoua la tête. Non. Elle était en colère, bien sûr. Elle a dit des choses terribles dans le feu de l'action. Mais après les cris,
Les reproches, elle m'a pardonné. Je pense qu'elle voyait en moi son propre reflet. Comment elle avait sacrifié sa vie pour mon père, comment elle s'était accrochée à moi après ça. Mort? Peut-être qu'elle pensait que je répétais ses erreurs. Elvira resta silencieuse, laissant Nora mener la conversation. Gutiérrez et moi nous sommes mariés. Tout est allé si vite. Je n'ai même pas eu le temps de me sentir comme une mariée. Nous avons eu une fille, Agueda, et je pensais que c'était ça que j'avais trouvé ma raison d'être, que le fait d'être épouse et mère remplirait le vide qui commençait à se creuser dans mon cœur. Mais la vie a une façon de bouleverser les choses, n'est-ce pas? Nora s'arrêta, ses mains tremblant légèrement sur ses genoux. Elvira l'observa, le silence dans la pièce devenant plus lourd. Agueda n'avait que 2 ans quand j'ai découvert que j'étais de nouveau enceinte. J'étais ravi, mais Gutiérrez, lui ne l'était pas. Je n'oublierai jamais sa réaction quand je lui ai annoncé. Il a dit que 2 enfants était un luxe, que nous ne pouvions pas nous le permettre. J'étais dévasté. Nous avions toujours parlé d'avoir une grande famille, mais soudain, tout ce dont il pouvait parler, c'était d'argent, de pragmatisme. Il a même suggéré que je mette fin à la grossesse. Le souffle d'Elvira se coupa légèrement, mais elle ne dit rien, laissant l'histoire se dérouler. Je n'en croyais pas mes oreilles. C'était l'homme à qui j'avais promis ma vie, celui qui m'avait juré que nous vieillirions ensemble. Et maintenant, il voulait que je me débarrasse de notre enfant. Je ne savais pas quoi faire. Je me sentais piégé entre mon amour pour lui et mon désir d'avoir ce bébé. Je me suis tourné vers mon amie Margarita pour des conseils, mais même elle ne savait pas quoi dire. Finalement, j'ai pris ma décision seule. Tu as gardé le bébé, dit Elvira, plus comme une affirmation qu'une question. Oui. Je pensais que Gutiérrez changerait d'avis, qu'une fois le bébé né, il se raviserait. Mais ce n'était pas le cas. Il est devenu distant. Froid. Il a cessé de rentrer à l'heure. J'ai commencé à soupçonner qu'il y avait quelqu'un d'autre. Et puis, un jour, je l'ai confronté. Je lui ai demandé directement s'il voyait une autre femme. La voix de Nora trembla, et ses yeux se remplirent de larmes, mais elle les retint. Il a nié, bien sûr. Il m'a traité de paranoïaque, m'a dit que j'imaginais des choses. Mais je savais. Je le sentais. Dans mes tripes. Il n'était plus l'homme dont je suis tombée amoureuse. Quelque chose avait changé. As-tu un jour découvert la vérité, demanda Elvira, la voix basse, comme si elle craignait la réponse. Nora hocha lentement la tête. Quelques mois plus tard, Gutiérrez a eu un accident de voiture. Il n'a pas survécu. La femme qui était avec lui non plus. Le silence qui suivit devint étouffant. Elvira ne savait pas quoi dire. Elle s'attendait à une histoire compliquée. Mais cela, c'était plus qu'elle n'avait imaginé. Je l'ai découvert lors des funérailles, poursuivit Nora, sa voix à peine un murmure maintenant. Le mari de la femme m'a dit la vérité. Gutiérrez prévoyait de me quitter pour elle. Elle était enceinte de son enfant. Le cœur d'Elvira se serra. Pour la femme assise devant elle, pour les années de douleur et de trahison que Nora avait endurées en silence. Elle comprenait maintenant pourquoi la vieille femme avait été si réticente à partager son histoire. Et c'est ainsi que j'ai tout perdu, dit Nora, d'une voix vide. J'ai perdu mon mari, mon mariage, ma confiance. J'ai dû ramasser les morceaux pour mes enfants, mais une partie de moi n'a jamais guéri. Et elle ne guérira jamais. Elvira resta assise en silence. Abasourdie, le poids de l'histoire pesant sur elle. Elle était venue chercher des réponses, mais ce qu'elle avait trouvé, c'était une histoire de chagrin, de trahison et de survie. Je suis tellement désolé, murmura finalement Elvira, bien qu'elle savait que ces mots ne pourraient rien faire pour alléger les années de douleur que Nora avait portées. Nora essuya à nouveau ses yeux et sourit faiblement. Je suis habitué maintenant. Je n'attends pas de la sympathie. Je voulais juste que quelqu'un sache, qu'on comprenne pourquoi les choses ont tourné ainsi.
Elvira hocha la tête, sentant la gravité de l'histoire s'ancrer profondément en elle. Merci de me l'avoir raconté. Je ne l'oublierai pas. Nora regarda par la fenêtre, son regard perdu au loin. Tu seras la dernière personne à l'entendre. Après toutes ces années, il est temps de laisser partir. Nora est née à la campagne, enfant unique qui a passé ses premières années au rythme paisible de la vie rurale. Son père, un agriculteur travailleur, est décédé de manière inattendue. Lorsqu'elle avait 15 ans, laissant un vide dans le cœur de Nora et de sa mère. Dès lors, la mère de Nora ne se remaria jamais, consacrant sa vie entière à sa fille. Le lien entre elles s'est encore renforcé après la mort de son père, s'appuyant l'une sur l'autre pour trouver du réconfort et de la compagnie. Malgré sa relation étroite avec sa mère, Nora a toujours aspiré à trouver un amour qui lui soit propre. Cet amour est apparu sous les traits d'un garçon d'1 an, son aîné, qu'elle rencontra lors d'un festival local quand elle avait 16 ans. Il était charmant, avec un sourire facile et une attitude douce, et Nora fut immédiatement attirée par lui. Il s'appelait Thomas, et rapidement, leur rencontre devint le point culminant de ses journées. Pour Nora, Thomas représentait tout ce dont elle avait toujours rêvé. Il était non seulement son premier amour, mais aussi son plus proche confident, la seule personne avec qui elle pouvait partager ses espoirs et ses peurs. Ils passaient d'innombrables après-midi ensemble, à marcher dans les champs, à parler de leur avenir et à rêver d'une vie au-delà de leur petit village. Thomas était différent de toutes les personnes qu'elle avait connues, il la faisait se sentir vue, chérie et comprise d'une manière que personne d'autre ne l'avait fait. Au fur et à mesure que leur relation s'approfondissait, Nora réalisa à quel point Thomas comptait pour elle. Il devint le centre de son monde, son tout. Elle avait grandi en voyant sa mère rester fidèle à la mémoire de son défunt mari, et cette même dévotion s'était enracinée dans le cœur de Nora. C'était comme si elle avait hérité de la capacité de sa mère à aimer intensément et sans relâche. Après 3 mois de relation, les sentiments de Nora pour Thomas s'étaient solidifiés en quelque chose qu'elle croyait incassable. Un soir doux, alors qu'ils étaient assis ensemble sous un grand chêne surplombant les champs, Nora prononça les mots qui pesaient sur son cœur. Elle se tourna vers lui, sa voix ferme mais remplie d'émotion. Si tu me quittes un jour, je ne survivrai pas, dit-elle doucement, ses yeux cherchant les siens. Je suis comme ma mère. Je suis amoureuse pour la vie. Alors promettons que nous serons toujours ensemble et que nous ne trahirons jamais notre amour. Thomas, surpris par l'intensité de sa déclaration, prit sa main délicatement. Il la regarda avec un mélange d'affection et d'incertitude. Bien qu'il tenait beaucoup à Nora, le poids de ses paroles lui semblait lourd, presque trop pour un garçon à peine âgé de 17 ans. Il ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, à lui, à eux, mais il ne voulait pas la perdre. Alors, à cet instant, il serra sa main et dit, « Je te le promets, Nora. Je ne te quitterai jamais. » Ces mots rassurèrent Nora, lui donnant le sentiment de sécurité dont elle avait désespérément besoin. À partir de ce jour, elle s'accrocha à cette promesse comme si c'était le fondement de toute son existence. Thomas devint sa raison d'être, ses études, ses rêves, ses espoirs pour l'avenir tournait autour de lui. Elle imaginait leur vie ensemble, vieillissant côte à côte, élevant des enfants dans une maison remplie d'amour. Cependant, au fil des mois, la réalité de l'amour jeune commença à peser sur eux. Thomas, bien qu'affectueux et gentil, commença à ressentir la pression de la dévotion intense de Nora. Il voulait explorer le monde au-delà de leur village, voir ce que la vie avait à offrir, tandis que les rêves de Nora restaient solidement ancrés dans leur futur partagé. Les promesses qu'il s'était faites sous le chêne, autrefois si réconfortantes, commencèrent à lui paraître comme un fardeau. Nora, de son côté, restait inébranlable dans son amour. Elle sentait que quelque chose changeait chez Thomas, mais elle refusait de croire que leur lien pouvait être brisé. Elle s'accrochait à l'idée que leur amour était éternel, inébranlable, tout comme elle l'avait vu avec l'amour de sa mère pour son père. Dans l'esprit de Nora, l'amour n'était pas quelque chose qui s'estompait,
c'était un engagement, une promesse à tenir quoi qu'il arrive. Un soir, alors qu'ils étaient assis ensemble à leur endroit habituel sous le chêne, Thomas prononça enfin les mots que Nora redoutait. Il lui dit qu'il avait besoin d'espace, qu'il n'était pas sûr de pouvoir tenir la promesse qu'ils avaient faite. Il tenait profondément à elle, mais sentait que la vie avait d'autres plans pour lui, des plans qui pourraient ne pas l'inclure. Le cœur de Nora se brisa. L'idée que Thomas la quitte était incompréhensible. Elle avait construit tout son avenir autour de lui, autour de la promesse qu'il avait faite. Les larmes lui montèrent aux yeux tandis qu'elle le suppliait de reconsidérer, de rester, de se souvenir de l'amour qu'ils avaient partagé. Mais Thomas, bien qu'évidemment déchiré, resta résolu. Il devait suivre son propre chemin, un chemin qui ne s'alignait plus avec le sien. « Je suis désolé, Nora », murmura-t-il en se levant et en s'éloignant, la laissant seule pour la première fois sous le chêne. Le monde de Nora s'effondra. Ce soir-là, elle rentra chez elle, le cœur lourd de chagrin, et se confia à sa mère. Sa mère, qui avait autrefois connu le même genre d'amour et de perte, la prit dans ses bras et lui murmura des mots de réconfort. Mais au fond d'elle-même, Nora ne pouvait s'empêcher de ressentir qu'elle avait perdu bien plus qu'une relation, elle avait perdu le sens de sa vie. Au fil des jours et des semaines, Nora eut du mal à se retrouver. Elle se rendit compte que, tout comme sa mère, elle avait versé tout son amour dans une seule personne, croyant que c'était un amour éternel. Maintenant que Thomas était parti, elle devait comprendre comment reconstruire sa vie, morceau par morceau, sans celui qu'elle pensait être à ses côtés pour toujours. Cependant, avec le temps, Nora apprit que l'amour, bien que puissant, ne suffisait pas toujours à lier deux personnes ensemble. Il fallait plus que des promesses, il fallait de la compréhension, de la croissance, et parfois, la volonté de lâcher prise. Que de pensées tristes tu as. Bien sûr que nous serons ensemble, et nous mourrons le même jour, mais en tant que vieux, dit Gutiérrez, sa voix remplie de confiance juvénile. Il sourit, comme si l'idée de vieillir ensemble était une certitude, quelque chose d'inévitable. Nora, s'accrochant à chacun de ces mots, se sentit rassurée par sa promesse. Ils étaient jeunes, mais dans son cœur, elle croyait en l'intemporalité de leur amour. Plus tard dans la journée, Nora partagea cette conversation avec son amie Margarita, qui était assise à côté d'elle en classe. Alors qu'elle racontait l'histoire, ses yeux brillaient d'excitation. Encore marqués par l'échange doux avec Gutiérrez. Margarita, cependant, ne se laissait pas aussi facilement emportée par le romantisme. Elle sourit sarcastiquement, levant les yeux au ciel. « Oh, s'il te plaît. Vous êtes à cet âge où les gens tombent amoureux 100 fois avant de savoir vraiment ce qu'est l'amour, dit-elle, son ton empreint de scepticisme. » Le sourire de Nora vacilla un instant. « Que veux-tu dire ?» demanda-t-elle, vraiment confuse. Pour elle, ce qu'elle avait avec Gutiérrez semblait réel. La façon dont il la regardait, comment il lui tenait la main, tout cela ressemblait au début de quelque chose de durable. « Je dis que vous êtes tous les deux pris dans le moment, » répondit Margarita en s'adossant à sa chaise. Tout le monde ressent ça au début, pensant qu'ils seront ensemble pour toujours. Mais les choses changent. Les gens changent. Je l'ai vu des millions de fois. Nora fronça les sourcils. Mais Gutiérrez est différent. Nous sommes différents. Margarita haussa un sourcil. Différent comment? Vous vous connaissez depuis quoi? Quelques mois. Comment peux-tu en être si sûr? Nora baissa les yeux vers ses mains, tordant ses doigts nerveusement. C'est juste, je le sens. Il me fait ressentir des choses que personne d'autre ne fait. Margarita soupira, son expression se radoucissant un peu. Écoute, je ne dis pas que tu ne devrais pas être heureuse. C'est super que tu aies quelqu'un qui te fasse te sentir spécial. Mais ne sois pas naïve. Les gens disent beaucoup de choses quand ils sont jeunes. Ils promettent la lune et les étoiles, mais quand la vie commence à leur lancer de vrais défis, toutes ces grandes promesses ne signifient plus grand-chose. Nora ne répondit pas tout de suite. Au fond d'elle, elle savait que son amie avait raison, mais elle ne voulait pas l'admettre.
Elle n'était pas prête à abandonner l'idée que Gutiérrez était son. Pour toujours, le garçon qui resterait à ses côtés quoi qu'il arrive. Quelques jours passèrent, et Nora se retrouva à rejouer les mots de Margarita dans sa tête. Elle essaya de repousser les doutes, mais ils persistaient comme une ombre indésirable. Un soir, alors qu'elle était assise sur le porche, Gutiérrez la rejoignit. Les deux restèrent en silence. Confortables pendant un moment, le soleil se couchant lentement à l'horizon. « Tu es silencieuse ces derniers temps », dit Gutiérrez en la regardant du coin de l'œil. Nora le regarda, incertaine de comment exprimer ses craintes. « Tu penses vraiment que nous serons ensemble pour toujours » demanda-t-elle, sa voix peine audible. Gutiérrez parut surpris par la question. « Bien sûr que oui. Pourquoi tu demandes ça ? C'est juste que, les gens disent beaucoup de choses quand ils sont jeunes, comment ça ? Nora, hésitante. Et si les choses changent ? Et si nous changeons ? Gutiérrez fronça les sourcils, son expression devenant sérieuse. Nora, je ne peux pas voir l'avenir. Mais je sais ce que je ressens maintenant. Et je t'aime. Je veux qu'on soit ensemble. Ce n'est pas suffisant ? Nora sentit un nœud dans sa gorge. Elle voulait tellement le croire, s'accrocher à la certitude de ces mots. Mais la voix de Margarita résonnait dans son esprit, lui rappelant que la vie n'était pas toujours aussi simple que l'amour de jeunesse le faisait paraître. Et si ce ne l'était pas, demanda-t-elle doucement. Gutiérrez lui prit la main et la serra doucement. Alors, nous trouverons une solution. Ensemble. Nora sourit, se sentant un peu plus légère, bien que les doutes continuent de persister au fond de son esprit. Gutiérrez avait une façon de la faire se sentir en sécurité, même quand tout le reste semblait incertain. Au fil des semaines, la vie continua, et la relation entre Nora et Gutiérrez s'approfondit. Ils passèrent de longues après-midi ensemble, partageant des rêves sur l'avenir, parlant d'où ils vivraient, de la famille qu'ils auraient. Nora se laissa emporter par le fantasme, croyant que peut-être, juste peut-être, leur amour pourrait défier les obstacles. Mais dans les moments de solitude, les mots de Margarita continuaient de la hanter. Elle ne pouvait s'empêcher de se demander si leur relation n'était qu'un chapitre éphémère dans leur jeune vie, destiné à finir comme tant d'autres. Un après-midi, alors qu'ils étaient assis sous leur arbre préféré, Gutiérrez la regarda et dit « Tu y penses encore, n'est-ce pas ?» « À quoi ?» demanda Nora, bien qu'elle sache exactement de quoi il parlait. « À ce que ton ami a dit, que nous sommes trop jeunes pour savoir ce qu'est vraiment l'amour, répondit-il, ses yeux cherchant les siens. Nora hésita, puis hocha la tête. « Je ne peux pas m'en empêcher. » Et si elle avait raison ? Gutiérrez sourit doucement, écartant une mèche de cheveux de son visage. « Elle a peut-être raison. Mais cela ne veut pas dire que nous ne devons pas essayer. Ça ne veut pas dire que ce que nous avons n'est pas réel en ce moment. » Nora soupira, posant sa tête sur son épaule. « J'aimerais croire ça. » « Alors crois-le, murmura-t-il en l'enlaçant. « Nous ferons face à tout ce qui viendra. Ensemble. » À ce moment-là, à l'ombre de l'arbre, Nora se laissa de nouveau convaincre. Même si la vie changerait, même s'il ne durerait pas pour toujours, elle voulait s'accrocher à la magie qu'il avait, aussi longtemps qu'elle le pouvait. Après tout, l'avenir était incertain, mais le présent leur appartenait, et pour l'instant, cela suffisait. Nora regarda son ami et répondit, « Pour moi, il n'y a eu qu'un seul amour, et c'était Gutiérrez. » Sa voix s'adoucit alors qu'elle poursuivait, se remémorant le passé. « Quand je terminais l'école, j'ai découvert que j'étais enceinte. Je me souviens encore du moment exact où je l'ai réalisé. J'étais allé rendre visite à Gutiérrez pendant qu'il était en poste dans l'armée. Nous avons passé la nuit ensemble, et c'était comme si le monde entier avait changé. J'étais heureuse, vraiment heureuse, mais je n'avais aucune idée de comment l'annoncer à ma mère. Elle m'avait toujours averti, si tu tombes enceinte avant tes 18 ans, tu seras à la rue. Et je savais qu'elle le pensait vraiment. » Nora fit une pause, les yeux perdus dans ses souvenirs de cette époque. Ce n'était pas seulement la peur d'être expulsée. J'aimais Gutiérrez tellement à l'époque. Je pensais que rien ne pourrait nous séparer, même pas la sévérité de ma mère.
Mais je savais aussi qu'en lui 10 ans, tout changerait. C'était le genre de femme qui menait sa maison d'une main de fer. Tout devait être parfait, y compris ses attentes envers moi. Margarita se pencha, écoutant attentivement pendant que Nora déroulait son histoire. « Qu'est-ce que tu as fait? Comment as-tu géré ça ?» demanda-t-elle doucement. Nora esquissa un petit sourire amer. « J'ai gardé le secret aussi longtemps que possible. Pendant des semaines, je l'ai caché à tout le monde, même à Gutiérrez. Il était tellement concentré sur ses devoirs militaires, et je ne voulais pas lui ajouter du stress. Je pensais avoir plus de temps pour comprendre quoi faire, mais ensuite les nausées matinales ont commencé. Je ne pouvais plus le cacher. Je n'oublierai jamais le jour où je l'ai dit à Gutiérrez. J'étais terrifié, mais quand j'ai finalement eu le courage de lui annoncer, il a été si calme. Il m'a même souri et m'a dit que tout irait bien. Il m'a promis qu'on trouverait une solution. Ensemble, qu'il rentrerait bientôt, et qu'on commencerait une famille. Je l'ai cru, chaque mot. Mais annoncer ça à ma mère, c'était différent, dit Nora, sa voix tremblant légèrement tendue. Que les souvenirs refaisaient surface. Dès que je lui ai dit, son regard a tout révélé. Elle n'a pas crié, ni ne m'a jeté dehors comme elle l'avait menacé. Elle est juste restée là, silencieuse. Avec ce regard froid et dur. Ensuite, elle m'a dit que j'étais une honte et que j'avais ruiné mon avenir. Elle n'avait pas totalement tort, d'une certaine manière, admit Nora. Je n'avais aucun plan. Pas de travail, et je n'étais qu'une fille qui allait devenir mère. Mais j'aimais Gutiérrez, et je pensais que cet amour suffirait. Je pensais qu'une fois qu'il serait revenu de l'armée, tout s'arrangerait. Margarita hocha la tête avec compassion. Tu étais si jeune, Nora. Tu ne pouvais pas savoir ce que l'avenir te réservait. Nora acquiesça, son expression s'assombrissant tandis qu'elle poursuivait. Je l'ai attendu. J'ai attendu pendant les mois de ma grossesse, malgré la peur, malgré les disputes avec ma mère. Mais Gutiérrez n'est pas revenu comme il l'avait promis. Il a écrit de mois en mois, jusqu'à ce que les lettres cessent complètement. Et quand j'ai enfin eu de ses nouvelles, ce n'était pas pour me dire qu'il rentrait. C'était pour m'annoncer qu'il avait rencontré quelqu'un d'autre. Sa voix vacilla alors qu'elle revivait la douleur de ce moment. J'étais dévasté. Je ne savais pas quoi faire. J'étais trop avancé dans ma grossesse pour envisager autre chose que de garder le bébé, et je n'avais personne à part ma mère, qui était plus furieuse que jamais. Elle ne m'a pas mise à la porte, mais elle a bien fait comprendre que j'étais seul. Et c'est comme ça que j'ai dû survivre seul, avec un bébé à venir, et sans aucune idée de comment élever un enfant. Margarita tendit la main et posa une main réconfortante sur le bras de Nora. Tu as parcouru un long chemin depuis cette époque, Nora. Tu as élevé tes enfants, même quand tu avais l'impression que le monde était contre toi. Nora sourit doucement, mais une tristesse persistait dans ses yeux. J'ai fait ce que j'avais à faire. Mais Gutiérrez a été mon seul amour. Même quand il m'a quitté, même quand j'ai dû élever notre enfant sans lui, je ne l'ai jamais cessé de l'aimer. Je suppose qu'une partie de moi a toujours espéré qu'il reviendrait un jour pour arranger les choses. Margarita fronça les sourcils. Mais il n'est jamais revenu, Nora. Il t'a laissé. Il a poursuivi sa vie pendant que tu portais tout le poids. Je sais, murmura Nora. Mais l'amour ne suit pas toujours la logique, n'est-ce pas? Même maintenant, après tout ce qui s'est passé, je ne peux pas oublier ce que j'ai ressenti à l'époque. C'est pourquoi il m'a fallu tant de temps pour le laisser partir, pour avancer dans ma vie. Margarita soupira, secouant la tête. Tu mérites mieux, Nora. Tu mérites quelqu'un qui t'aimera sans t'abandonner. Nora hocha la tête. Je le sais maintenant. Crespo est différent. Il a été là pour moi quand personne d'autre ne l'était, et il m'aime pour ce que je suis maintenant, pas pour ce que j'étais. Mais une partie de moi portera toujours Gutiérrez avec moi, même si ce n'est qu'un souvenir. Les deux femmes restèrent un moment en silence, le poids de l'histoire de Nora flottant entre elles. Enfin, Margarita prit la parole. Eh bien, quoi qu'il arrive, je suis contente que tu aies retrouvé le bonheur.
Crespo semble être un homme bien. Il l'est, répondit Nora avec un léger sourire. Et cette fois, je vais m'assurer de ne pas le perdre. Nora se rendit compte qu'elle ne pourrait pas cacher sa grossesse encore longtemps, bientôt. Son ventre commencerait à se voir, et sa mère finirait inévitablement par le découvrir. Le poids du secret devenait déjà trop lourd à porter, et chaque jour qui passait ne faisait qu'accentuer son angoisse. Elle évitait de croiser le regard de sa mère, ses mains reposant instinctivement sur son ventre, comme si elle pouvait le cacher par la seule force de sa volonté. Son amie, Anna, avait remarqué le changement de comportement de Nora ces dernières semaines. Celle qui était autrefois vibrante et insouciante était devenue distante, plus silencieuse, son étincelle habituelle remplacée par une nervosité qu'elle ne semblait pas pouvoir chasser. Anna avait essayé de lui laisser de l'espace, pensant qu'il s'agissait peut-être de stress ou de problèmes familiaux, mais il devenait de plus en plus évident que quelque chose de plus grave se passait. Un après-midi, après s'être retrouvés pour prendre un café, Anna ne put plus se retenir. Nora picorait dans son assiette, parlant à peine, ses yeux vagabondant dans le café comme si elle cherchait une issue. Anna posa sa tasse et se pencha en avant, sa voix douce mais ferme. Tu n'es plus toi-même ces derniers temps, Nora. Pourquoi ne me dis-tu pas ce qui se passe? Le cœur de Nora s'emballa au mot d'Anna. Elle voulait tellement se confier, libérer la peur et la tension qui s'était accumulée depuis des semaines, mais le dire à voix haute rendrait tout cela réel. Elle fixa sa tasse de thé à moitié vide, ses doigts tremblant légèrement alors qu'elle jouait avec la hanse. Je ne sais pas par où commencer, murmura finalement Nora, sa voix à peine audible. Anna tendit la main à travers la table et posa une main rassurante sur celle de Nora. Tu peux commencer par me dire ce qui te ronge. Tu sais que je suis là pour toi. Nora sentit une boule se former dans sa gorge, et pendant un instant, elle craignit de pleurer. Elle cligna rapidement des yeux, se forçant à rester calme. Prenant une profonde inspiration. Elle finit par parler, ses mots précipités mais clairs. Je suis enceinte, Anna. Et je ne sais pas quoi faire. Les yeux d'Anna s'écarquillèrent, mais elle ne réagit pas avec choc ni jugement. Au lieu de cela, son étreinte sur la main de Nora se resserra, un geste silencieux de soutien. Oh, Nora, dit-elle doucement, sa voix pleine de compréhension. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Tu en es à combien de mois? Nora déglutit avec difficulté, son regard toujours fixé sur la table. Presque 3 mois. J'essaie de trouver comment le dire à ma mère. Elle va être furieuse. Anna hocha lentement la tête, essayant de tout assimiler. Elle savait que la mère de Nora était stricte, avec de grandes attentes pour l'avenir de sa fille. L'idée d'une grossesse non planifiée risquait de bouleverser la vision que sa mère avait pour la vie de Nora. Le père est-il au courant? Demanda Anna prudemment. Nora secoua la tête, un air de regret traversant son visage. Non, je ne lui ai pas encore dit. J'ai peur. Je ne sais pas s'il voudra s'impliquer. Anna s'appuya contre sa chaise, son esprit s'agitant avec ce que Nora traversait. Tu n'es pas seule dans cette histoire, d'accord? On va y arriver ensemble. Mais, Nora, tu dois parler à ta mère. Ce sera difficile, mais elle doit savoir. Nora soupira, essuyant les larmes qui s'étaient formées au coin de ses yeux. Elle savait qu'Anna avait raison, mais la peur de la réaction de sa mère pesait lourdement sur elle. Sa mère crierait-elle? Serait-elle déçue? La soutiendrait-elle, quelle que soit sa décision? J'ai tellement peur, admit Nora, sa voix tremblante. Je ne veux pas la décevoir. Elle a toujours attendu tellement de moi, et je ne sais pas comment elle va réagir. Anna lui adressa un sourire réconfortant. Tu n'as pas à affronter ça seule, Nora. Tu m'as, et peu importe ce qui se passe, on s'en sortira. Peut-être que ta mère ne réagira pas comme tu penses. Tu ne sais jamais, elle pourrait te surprendre. Nora acquiesça, bien que le nœud d'anxiété dans sa poitrine reste serré. Elle appréciait le soutien d'Anna, mais l'idée de confronter sa mère lui semblait toujours être une tempête imminente. Plus tard ce soir-là, alors qu'elle était allongée dans son lit, Nora pensa à la
conversation qu'elle devrait bientôt avoir. Elle imagina le visage de sa mère lorsqu'elle lui révélerait enfin la vérité, la colère, la déception. Mais les mots d'Anna résonnaient dans son esprit, lui donnant une lueur d'espoir que peut-être, juste peut-être, les choses ne seraient pas aussi mauvaises qu'elle le craignait. Elle savait que le temps de cacher la vérité était compté. Je vais tout te dire, mais tu dois promettre de ne le dire à personne. J'ai besoin de conseils, et je ne sais pas vers qui d'autre me tourner, murmura Nora, avant de confier à son amie sa grossesse et les avertissements de sa mère. Margarita éclata de rire et répondit, toutes les mères disent cela, mais quand elles sont confrontées à la réalité, elles ne jettent pas leurs enfants dehors. Ta mère te donnera peut-être du fil à retordre au début, mais ce sera tout. N'aie pas peur de lui dire que tu es enceinte. Si j'étais toi, je m'inquiéterais d'autre chose, de la réaction de ton amoureux. Je suppose que tu ne lui en as pas encore parlé. Il ne le sait pas encore, mais on en a déjà parlé. Gutiérrez a dit que si je tombais enceinte, je garderais le bébé, répondit Nora d'une voix calme. Les mois passèrent après cette conversation. La mère de Nora remarqua le ventre arrondi de sa fille et l'accusa immédiatement de mener une vie honteuse. Nora tenta de se justifier, expliquant à sa mère à quel point elle aimait le jeune homme et qu'elle ne le quitterait pas. Nora devait supporter de nombreuses remontrances de la part de sa mère, mais à la fin, elle lui pardonna et ne la chassa pas. Nora se sentit soulagée après que sa mère l'ait appris. Maintenant, elle n'avait plus qu'à attendre que son petit ami revienne de l'armée. Il avait déjà été informé de la grossesse, et ils devaient officialiser leur relation. Le même jour où Nora appela Gutiérrez pour lui annoncer qu'elle attendait un enfant de lui, il la demanda en mariage. Quelque temps plus tard, Gutiérrez revint de l'armée, et bientôt le jeune couple se maria. Après le mariage, ils décidèrent de vivre avec la mère de Nora, et plus tard, ils eurent une fille prénommée Agueda. Nora embrassa avec joie son rôle de mère et prit plaisir à s'occuper du bébé. Le temps passa, et bientôt Agueda eut 2 ans. Nora la conduisit à la garderie et s'apprêtait à retourner au travail lorsqu'elle réalisa qu'elle était à nouveau enceinte. La jeune femme l'annonça à son mari, avec qui elle avait une relation harmonieuse, lorsqu'il rentra du travail. Gutiérrez, je suis à nouveau enceinte, dit-elle doucement. Ça ne me réjouit pas, répondit le chef de famille. Tu es en train de me dire que je devrais avorter, demanda Nora, s'attendant à une autre réaction de son mari. Écoute, avoir 2 enfants est un luxe de nos jours. Tu sais que mon salaire d'homme à tout faire dans une sucrerie couvre à peine la nourriture et les factures. On a de la chance que ta mère nous aide, sinon on ne s'en sortirait pas. Alors, tu penses vraiment qu'on a besoin d'un autre enfant en ce moment, dit son mari, visiblement mécontent de la nouvelle. Je n'arrive pas à croire que tu dises ça. Toi et moi avons toujours rêvé d'avoir au moins 3 enfants, et maintenant tu parles d'argent, dit-elle, presque en larmes. Fais ce que tu veux. Je t'ai donné mon avis, dit-il avant de quitter la maison, laissant clairement entendre qu'il ne voulait plus en parler. Après le départ de Gutiérrez, Nora s'assit fatiguée sur une chaise, réalisant qu'ils venaient d'avoir leur première dispute depuis le mariage. La jeune femme voulait un autre enfant mais ne savait pas comment faire face à la réticence de son mari. Elle décida de consulter une amie et appela Margarita. Après quelques banalités, Nora l'interrompit et dit d'un ton élevé, « Je suis enceinte. » « Oh, félicitations !» s'exclama son amie. « Je suis contente, mais mon mari est contre l'idée d'avoir un deuxième enfant. Je ne sais pas quoi faire. Je suis sûr que ce sera un garçon cette fois-ci, dit Nora. Et bien, je ne peux pas te conseiller. Tu devras prendre ta propre décision. Peut-être que ton mari n'est pas prêt à être père à nouveau, répondit Margarita. Tu penses que si je garde le bébé sans le consentement de mon mari, on aura des problèmes plus tard, demanda Nora. Tu es étrange. Tu es sa femme, pas moi. Alors tu sais à quoi t'attendre, répondit Margarita. Après cette conversation, Nora réfléchit longuement et décida de reparler à son mari. Cependant, Gutiérrez lui demanda de ne plus aborder le sujet,
affirmant qu'il avait déjà donné son avis et que la décision lui revenait. Nora décida de garder le bébé et l'annonça à son mari. Gutiérrez haussa les épaules et ne dit rien. Le temps passa, et Nora découvrit bientôt qu'elle attendait un garçon. Elle l'annonça avec enthousiasme à Gutiérrez, pensant qu'il serait heureux d'avoir un héritier. Mais elle fut déçue lorsque son mari se contenta de hocher la tête sans rien dire. Peu après, Nora donna naissance à un fils nommé Constantino. Elle était indescriptiblement heureuse et pensait avoir un mariage parfait et une famille modèle. Cependant, un mois après la naissance, les choses commencèrent à changer. Lorsque le bébé tomba malade, Nora dut rester à l'hôpital avec lui pendant 15 jours. Pendant ce temps, son mari vint rarement la voir, ce qui la blessa profondément. Après sa sortie de l'hôpital, elle remarqua que Gutiérrez rentrait souvent tard à la maison. Nora exigea une explication, mais Gutiérrez la rejeta. C'est alors que Nora soupçonna son mari de voir une autre femme et le confronta directement. Gutiérrez fut furieux de l'accusation et répondit, « Qu'est-ce qui te fait penser ça? Tu n'as rien de mieux à faire que d'imaginer des fantasmes. Mais tu es devenu froid comme la glace au lit. Qu'est-ce que je suis censé penser d'autre? Tu rentres toujours tard du travail. Je suis une personne aussi, et je mérite d'être prise en considération. Tu as changé en si peu de temps. Même ma mère l'a remarqué, dit-elle, essayant de ne pas pleurer. Arrête d'être si dramatique. Je n'ai personne d'autre. Parlons des économies de ta mère. Demande-lui de nous les donner. Je t'ai dit il y a quelque temps que je voulais acheter une voiture. Parle à ta mère et obtiens l'argent pour qu'on puisse en acheter une. Nous ne pouvons pas économiser assez part. Nous-mêmes, tu le sais, dit son mari. Nora ne put qu'acquiescer docilement. Après la conversation, elle se sentit frustrée et ne savait pas comment changer la situation. Elle demanda de l'aide à sa mère, mais celle-ci répondit que l'argent était pour les jours difficiles et qu'elle ne voulait pas le dépenser. Le temps passa, et Margarita revint au village après ses études. Lorsqu'elle rendit visite à Nora, elle remarqua immédiatement que son amie semblait abattue. Margarita fronça les sourcils et dit, « Qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'as pas l'air heureuse de me voir. Ne dis pas de bêtises, je t'attendais. C'est juste que les choses ne vont pas bien entre mon mari et moi, et ça me rend malheureuse. Je pense qu'il voit une autre femme. J'ai essayé de lui en parler plusieurs fois, mais Gutiérrez me repousse toujours, dit Nora doucement. Elle pensait tout savoir sur son mari. Ma mère m'a dit qu'elle voit souvent ton mari avec une charmante blonde. Je ne sais pas quelle est leur relation, mais crois-moi, ce n'est pas amical. Je ne t'en ai pas parlé au téléphone. Parce que je pensais que tu allais aborder le sujet toi-même, mais tu n'as rien dit. Je ne voulais pas te remplir la tête de mes problèmes, dit Nora d'une voix basse, sentant qu'elle allait pleurer devant son amie. La jeune femme comprit maintenant clairement que son mari lui mentait depuis le début et qu'il avait effectivement une passion pour une autre. Margarita répondit qu'elle allait demander des détails à sa mère et appeler Nora ce soir-là pour tout lui raconter. Ensuite, l'invité demanda à Nora ce qu'elle comptait faire maintenant qu'il semblait évident que Gutiérrez avait une maîtresse, mais il n'y eut pas de réponse, car son ami ne pouvait plus supporter et commença à pleurer. Margarita la prit dans ses bras et lui murmura. Ne pleure pas, va voir une voyante et fais un rituel magique, comme les gens se débarrassent de leurs amants de nos jours. Il y a une vieille femme dans le village voisin qui fait ça, on dit. Qu'elle fait des miracles. Mais ne dis rien à ton mari. Les rituels doivent toujours se faire en secret. Margarita partit bientôt, mais elle ne rappela pas ce soir-là. Lorsqu'elle le fit enfin, elle informa Nora de l'endroit où sa mère avait vu Gutiérrez avec la blonde. La jeune femme demanda à sa mère de garder les enfants et se précipita à l'adresse indiquée. Nora savait déjà qu'elle ne pourrait pas se contenir et qu'elle confronterait son mari devant sa compagne. Et, comme prévu, elle vit Gutiérrez marcher aux côtés de la belle blonde, bavardant joyeusement. Le couple s'approcha d'une maison où poussait un grand noisetier et se cacha derrière le tronc
Immédiatement, Nora imagina que Gutiérrez s'apprêtait à embrasser la blonde. Elle ne put le supporter et courut vers l'arbre pour voir ce qui se passait. Nora arriva juste au moment où son mari s'apprêtait à embrasser la femme. Elle se mit aussitôt à crier furieusement sur Gutiérrez, l'accusant de la tromper. Puis elle se tourna vers la blonde et dit, « Tu n'as pas honte? Il a 2 petits-enfants, ce n'est pas assez pour toi? Je vais t'arracher tous les cheveux. » Nora était sur le point d'attraper les cheveux de l'inconnu, mais son mari l'arrêta fermement et parla avec sévérité, « Ne fais pas de scène. Tu veux que les gens nous voient nous battre? Rentre à la maison maintenant, je viendrai plus tard. Tu es fou? Je suis ta femme, et tu restes ici avec cette femme. Je ne vais nulle part. Que tout le monde sache que tu es un coureur de jupons sournois, s'écria Nora en élevant la voix. L'homme saisit sa femme par la main et l'éloigna, disant à la blonde qu'il l'appellerait plus tard. Nora tenta de libérer son bras pour gifler l'inconnu, mais Gutiérrez la tint fermement et lui donna un coup sec pour la repousser plus loin. Une fois rentrée, Nora se mit à crier sur son mari, le traitant de traître et de scélérat. La mère de la jeune femme assista à toute la scène, mais resta silencieuse pendant la réprimande. Gutiérrez écouta les cris de sa femme pendant un moment puis, agacé, dit, « Vas-tu arrêter de faire tout un plat? Oui, j'ai une autre femme, et je l'aime. Elle est chez sa grand-mère depuis un moment, et Sandra reviendra dans une semaine. Maintenant que tu sais, je veux que tu comprennes que je vais te divorcer. N'en fais pas une affaire, la vie est ainsi. L'amour s'efface. C'est ce qui m'est arrivé. Tu es encore jeune, tu trouveras quelqu'un d'autre. » Nora resta sans voix, incapable de croire que son mari venait de prononcer ces mots. Elle s'attendait à ce qu'il s'excuse et admette qu'il avait commis une erreur terrible. Au lieu de cela, elle entendit que Gutiérrez voulait la quitter pour la blonde. Nora resta assise, sous le choc, incapable de supporter la situation. Elle laissa échapper un cri de frustration, mais Gutiérrez n'essaya pas de la calmer. Il quitta la maison, et sa mère vint doucement caresser la tête de Nora, comme si elle était une petite fille. Ce geste tendre fit pleurer Nora encore plus fort. Après quelques minutes, sa mère dit, « Il n'y a pas besoin de pleurer. Laisse-le partir. Toi et moi, nous élèverons tes enfants ensemble. Je ne suis pas encore trop vieille, je continuerai à travailler. Quand Constantino aura 2 ans, nous le mettrons à la crèche, et tu trouveras un emploi. Maman, je ne veux pas divorcer. J'aime Gutiérrez, et je veux rester avec lui. Que cette femme s'en aille, et peut-être qu'il l'oubliera. Alors, nous pourrons être heureux à nouveau, comme avant, sanglota Nora, croyant vraiment que les choses pouvaient encore changer si seulement l'autre femme disparaissait. Nora se souvint des conseils de son amie de consulter une voyante. Le lendemain, elle demanda de l'argent à sa mère, et bien que sa mère la regarda avec tristesse en disant que l'amour ne pouvait pas être conjuré, Nora insista, suppliant pour l'argent. Soupirant, sa mère promit d'aller à la banque le lendemain et de lui donner ce qu'elle demandait. Nora serra sa mère avec joie, convaincue que la voyante du village voisin pourrait sûrement l'aider. Quand Gutiérrez rentra ce soir-là, il fit son lit dans le couloir avec des filles. Nora tenta d'être affectueuse avec lui, mais il l'ignora simplement. Ne sachant pas comment influencer l'homme qu'elle aimait, elle essaya de lui parler à nouveau, mais cette fois sans crier ni l'insulter. « Chérie, tu ne peux pas me laisser comme ça. Toi et moi sommes faits l'un pour l'autre. Je comprends que tu as été stressé et que tu as peut-être regardé cette femme, mais elle partira bientôt, et nous pourrons repartir à zéro comme si rien de tout cela ne s'était jamais produit. Je te promets que je n'en parlerai plus jamais, plaida Nora d'une voix douce. Tu es tellement stupide. J'ai déjà pris ma décision, et maintenant je pars. Laisse-moi tranquille. Avant que je ne dise quelque chose que je regretterai, répondit Gutiérrez, en colère. Nora serra les dents pour ne pas crier à nouveau et quitta docilement le couloir pour la chambre des enfants, où elle pleura en silence, remplie de ressentiment et d'humiliation.
Pourtant, elle s'accrochait encore à un dernier espoir, qu'un rituel magique puisse l'aider à garder son mari. Le lendemain, Nora attendit avec impatience que sa mère revienne de la banque avec l'argent. Lorsqu'elle l'eut enfin, elle demanda à un voisin de la conduire au village voisin. Le vieil homme accepta en échange d'un petit paiement. Bientôt, Nora se retrouva assise dans la maison de la voyante, une femme connue sous le nom d'Estla dans la région. Estla écouta attentivement l'histoire de Nora, puis lui demanda de lui montrer sa paume. Nora tendit la main, la regardant anxieusement pendant que la vieille femme l'étudiait. Estla fixa la paume pendant quelques instants, puis dit, « Je vais t'aider, mais tu n'en as pas besoin. Il te quittera, mais seulement temporairement. Je vais te donner les instructions pour le rituel, et tu devras les suivre à la lettre. Ne dis rien à personne, même pas à ta mère. » « Je ferai tout ce que vous direz, » répondit Nora avec empressement, mais elle posa ensuite une autre question. « Pourquoi avez-vous dit que je n'en avais pas besoin ?» La vieille femme la regarda pensivement et dit lentement, « J'ai vu dans ta paume que vos destins sont liés. Mais qu'ils se sépareront plus tard. C'est tout ce que je peux te dire. Je vais te montrer comment faire le rituel et te donner la formule magique. » Estla expliqua calmement les étapes à Nora et écrivit l'incantation dans un carnet, qu'elle lui remit. Nora la paya, et la vieille femme hocha la tête avec approbation, lui souhaitant bonne chance. Nora rentra chez elle, se sentant optimiste, convaincue que le rituel sauverait son mariage. Ce même soir, l'ami de Nora appela, lui demandant des nouvelles de Gutiérrez et de son aventure. Nora confirma que son mari avait effectivement une maîtresse. En entendant cela, Margarita demanda immédiatement, « Qu'est-ce que tu vas faire à ce sujet ? Je ne peux pas tout te dire maintenant, mais tu comprendras plus tard. Je suis allé voir Estla, et maintenant c'est à moi d'agir. De toute façon, je ne laisserai pas cette blonde prendre mon mari sans me battre, » répondit fermement Nora. « Si c'était moi, je ne pourrais jamais pardonner une telle trahison. Je serais dégoûté d'imaginer mon amant embrasser une autre, » répondit Margarita. « Tu n'as jamais été amoureuse, c'est pourquoi tu dis cela. Quand tu rencontreras quelqu'un sans qui tu ne peux imaginer la vie, tu parleras autrement, » dit tristement Nora. La nuit du rituel, Nora suivit précisément les instructions d'Estla. Ensuite, elle ressentit un soulagement. Un mois passa, et Gutiérrez restait distant, dormant séparément dans le couloir et rejetant toutes les tentatives de Nora pour l'approcher. Bien que cela la blessait, elle endurait, ne voulant pas aggraver la situation. Sa mère désapprouvait le comportement de sa fille, mais Nora ne disait rien. Un jour, Gutiérrez annonça qu'il partait et commença à faire ses valises. Nora le regarda avec horreur rassembler ses affaires. Elle se rappela les paroles d'Estla disant qu'il partirait pour un moment, puis reviendrait, mais elle ne s'attendait pas à ce qu'il parte ainsi. Saisissant les mains de Gutiérrez, elle s'agenouilla devant lui, suppliant, « S'il te plaît, ne pars pas. Je ne peux pas vivre sans toi. Je ferai tout pour te garder à mes côtés. Ne rentre pas comme ça. Lève-toi tout de suite. Je déteste voir ça. Nous en avons déjà parlé. Je déposerai la demande de divorce plus tard. Quand je trouverai un emploi en ville, j'enverrai de l'argent, mais seulement pour les enfants, » dit Gutiérrez, visiblement irrité. Nora comprit qu'aucun mot ne pourrait changer son avis à ce moment-là. En silence, elle se leva et s'assit sur une chaise, résignée au fait que son mari partait. Lorsqu'il partit enfin, Nora se sentait comme une somnambule. Elle accomplissait les tâches quotidiennes, cherchait sa fille à la crèche, cuisinait, nettoyait, mais intérieurement, elle était engourdie. Sa mère essayait de la distraire, mais rien ne fonctionnait. Margarita, qui venait souvent lui rendre visite, voyait aussi à quel point Nora était dévastée. 6 mois passèrent, et Nora recommença à sourire davantage. Elle sortait plus souvent avec ses enfants, ce qui soulagea quelque peu sa mère et Margarita, qui s'étaient toutes deux inquiétées. Elle pensait que Nora avait enfin tourné la page sur Gutiérrez, mais Margarita réalisa bientôt qu'elle s'était trompée. Un jour,
au cours d'une conversation avec son amie, Nora. Dit soudain, tu sais, je ne me remarierai probablement jamais. J'ai compris que je suis une femme d'un seul homme. Tu es en train de dire que tu attends encore Gutiérrez? Tu es folle, demanda Margarita. Incrédule. Tu rencontreras quelqu'un d'autre qui t'appréciera et te respectera. Gutiérrez reviendra vers moi. C'est ce que la voyante a dit, et j'attends, répondit calmement Nora. Et en effet, Gutiérrez revint de manière inattendue lorsque Constantino eut 7 mois. Il arriva avec un énorme bouquet de fleurs, une poupée pour leur fille et une voiture jouée pour leur fils. Nora ouvrit la porte elle-même et le laissa entrer sans dire un mot. Gutiérrez demanda s'il était heureux de le voir. Nora hocha la tête, toujours sous le choc, tandis qu'elle fixait l'homme qu'elle aimait. Gutiérrez passa son bras autour d'elle et l'embrassa sur les lèvres. À ce moment-là, Nora décida qu'elle ne poserait aucune question. Elle était juste heureuse qu'il soit revenu. Sa mère, en revanche, l'accueillit avec beaucoup moins de joie. Elle n'aimait pas cet homme et ne le cachait pas. Lorsque Margarita l'apprit, elle appela immédiatement Nora pour la réprimander d'avoir pardonné si facilement. Tu es folle de laisser ce vaurien revenir dans ta vie, dit Margarita. Mais Nora n'en avait qu'une. Tout ce qui comptait pour elle, c'était que l'homme qu'elle aimait soit de retour avec elle. Gutiérrez n'expliqua jamais pourquoi il était revenu, et Nora ne posa aucune question. Il agissait comme s'il n'avait jamais quitté une autre femme, ce qui convenait parfaitement à Nora, elle ne voulait pas connaître les détails. Peu de temps après, Gutiérrez trouva un nouvel emploi, et la vie reprit son cours comme si de rien n'était. Nora accueillit son mari chaleureusement, essayant d'être aussi aimable que possible. 3 mois après son retour, Gutiérrez rentra un jour à la maison, l'air mélancolique. Nora remarqua immédiatement son agitation et lui demanda ce qui n'allait pas. Asseyons-nous et parlons calmement. Convenons de ne rien dire de trop viol ou de faire des accusations, commença Gutiérrez. Sandra m'a appelé aujourd'hui. Elle veut que je revienne, et je vais partir. Je l'aime encore, et je ne peux rien y faire. Je sais que je te fais encore du mal, mais c'est comme ça. Nora le regarda, incrédule, le cœur au bord des lèvres. Comment cela pouvait-il se reproduire? Cette maudite Sandra reprenait son mari une fois de plus. Assure-toi demain matin que Gutiérrez ne te fasse plus de mal, lui avait-on dit. Quelques semaines plus tard, Gutiérrez parla de partir bientôt pour le travail. La nouvelle attrista Nora, et elle essaya de convaincre son mari de changer de travail, mais Gutiérrez refusa. En la serrant doucement dans ses bras, il lui dit, « Je ne serai parti qu'un mois. Je te promets que je t'appellerai souvent, et avant que tu ne t'ennuies de moi, je serai de retour pour t'embrasser et te tenir dans mes bras. Tu n'es même pas encore parti, et tu me manques déjà, dit Nora. Eh bien, c'est bon signe. Donc, dans un mois, nous aurons de chaleureuses retrouvailles. Oh. Fait, chérie, je voulais te parler d'argent. Peux-tu me prêter un peu? Je te rembourserai quand je rentrerai du travail. Ne me demande pas pourquoi j'en ai besoin, je veux te faire une surprise. Tu me fais confiance, n'est-ce pas? Demanda-t-il doucement. Mais je l'économise, comme ma mère le faisait. Je ne sais même pas quoi te dire. Ne t'inquiète pas, je m'en occuperai d'une manière ou d'une autre, dit-il en se dirigeant silencieusement vers la cuisine depuis le couloir. Attends, d'accord. Je te donnerai l'argent demain, mais tu as promis de me le rendre. Répondit Nora, réalisant immédiatement que son mari était de mauvaise humeur après son hésitation. Une fois que Gutiérrez sut qu'elle lui donnerait l'argent, il revint vers elle, la serra dans ses bras, puis lui murmura son merci à l'oreille. Nora ne demanda pas pourquoi il avait besoin de cet argent, elle lui faisait entièrement confiance. Peu de temps après, Gutiérrez partit. Il n'avait pas menti, elle lui donna les économies de sa défunte mère. L'homme promit de l'appeler tous les 2 jours et lui demanda aussi de rester fidèle. Nora rit à cette demande, disant qu'elle n'avait besoin de personne d'autre que lui. Plusieurs jours passèrent, et Gutiérrez n'appela pas. Nora ne parvenait pas à se calmer.
pensant à ce qui aurait pu arriver à l'homme qu'elle aimait. Elle attendit encore quelques jours avant d'aller à la police pour signaler la disparition de son mari. L'enquêteur lui demanda des détails et lui dit qu'il était encore trop tôt pour s'inquiéter. S'il était parti pour travailler, peut-être que son téléphone avait été volé et qu'il ne se souvenait pas de son numéro pour l'appeler. L'agent en uniforme lui conseilla également d'attendre la fin de son service. Nora quitta le commissariat de mauvaise humeur et alla parler avec son amie de Gutiérrez. Margarita écouta attentivement alors que Nora expliquait le départ de son mari, et ce n'est qu'à ce moment-là que Nora mentionna lui avoir donné de l'argent. Margarita regarda son invité comme si elle était folle et dit « Tu peux dire adieu à ton argent et à ton amant. Je ne crois pas à cette histoire de travail. Il aurait dû t'appeler dès le lendemain pour te dire qu'il était bien arrivé, mais il ne l'a pas fait, et te voilà à le chercher avec la police. Jésus, quand est-ce que tu vas te réveiller? Tu es mère de 2 enfants, mais tu n'es pas assez maligne. Rita, Gutiérrez avait de l'argent, et quelque chose a pu lui arriver, répliqua Nora. Eh bien, ne t'inquiète pas. Ils retrouveront ton amant avec une blonde, et tout ira bien avec la situation de Gutiérrez. Dis-moi juste une chose, s'il te quitte, lui pardonnerais-tu encore et le reprendrais-tu comme si de rien n'était, demanda son ami calmement. Je n'ose même pas penser que Gutiérrez ferait une telle chose, c'est pourquoi je ne peux pas répondre à ta question, répondit tristement Nora. Un peu plus tard, la police l'appela pour lui dire que son mari allait bien et vivait en ville. Nora fut soulagée qu'il soit sain et sauf, mais elle ne comprenait pas pourquoi Gutiérrez ne l'avait pas appelé. Elle posa la même question à son ami. Margarita fronça les sourcils et murmura « Il t'a dans la poche. Il est venu ici, a dit quelques mots doux, et tu as fondu. Tu l'aimes encore, et Gutiérrez a profité de tes sentiments. Il t'a demandé de l'argent et a disparu sans laisser son numéro de téléphone. Ton mari est sournois. Honnêtement, j'aurais peur de parler à un homme comme ça. Tu crois que Gutiérrez m'a trompé? Demanda faiblement Nora. Je ne le crois pas, j'en suis sûr. Réfléchis Y, pourquoi ne t'a-t-il pas appelé? Son service est terminé, et où est-il donc? Tu dois prendre une décision à propos de cet homme. Je comprends que l'amour puisse être cruel, et tu es tombée amoureuse d'un idiot, mais là, c'est au-delà du ridicule. Voler de l'argent à sa propre femme et à ses enfants? C'est du jamais vu, s'indigna Margarita. Nora rentra chez elle, complètement épuisée. Elle ne voulait pas croire les paroles de son amie, mais la vérité était que Gutiérrez vivait toujours en ville, et elle ne pouvait pas ignorer la réalité. Tranquille en ville et sans se presser de réapparaître, la femme s'assit, fatiguée, dans un fauteuil du salon et fondit en larmes de ressentiment. Pourquoi? À cause de Gutiérrez. Elle avait été prête à tout pour lui, seulement pour découvrir qu'il ne faisait que l'utiliser. Encore une fois, des mois passèrent, et Gutiérrez ne se montra pas, ni ne donna de nouvelles. Nora elle-même ne savait plus si elle attendait encore le retour de son mari ou non. Elle vivait simplement pour son travail et pour ses enfants. Désormais, elle n'avait plus qu'un seul objectif. S'assurer que son fils et sa fille ne manquent de rien. À ce stade, Constantino était déjà à l'école primaire, et Nora était très consciente que les dépenses pour les enfants augmentaient peu à peu chaque année. Alors, elle décida que cet été, elle planterait un jardin complet, et non partiel, comme elle l'avait fait auparavant. Nora voulait produire plus afin de vendre sur le bord de la route les week-ends. Elle avait lu cette idée dans un journal. Nora partagea ses projets avec son amie Margarita, qui commença immédiatement à la réprimander. Mais à quoi penses-tu? Tu as déjà un travail difficile, et maintenant tu veux travailler dans le jardin? Tu ne penses jamais à toi? Tu sais que tu ne peux pas gagner tout l'argent du monde. Tes enfants sont habillés comme tous les autres. Alors, ne ruine pas ta santé ainsi. Je ne veux pas que Constantino et Agueda soient habillés comme les autres, répondit doucement Nora. Je veux qu'ils soient mieux habillés que les autres. Et je ne veux pas que les gens me plaignent en tant que femme seule qui peine à joindre les deux bouts. Tu m'étonnes avec ta façon de penser,
répondit Margarita. Tu vas gâter ces enfants, je te le jure. Regarde bien ce que je te dis. Margarita était en colère parce que Nora refusait de s'apitoyer sur elle-même. L'été arriva, et Nora se plongea pleinement dans son jardin pendant les week-ends. Un après-midi, alors qu'elle plantait des semis, elle entendit soudain la voix d'un homme l'appeler par son nom depuis derrière la clôture. Nora leva les yeux et vit Gutiérrez. Elle se redressa et fixa l'homme, qui souriait calmement. Nora se dirigea vers la clôture et hocha la tête pour le saluer. « Que veux-tu ici, Gutiérrez » demanda-t-elle. Son mari répondit doucement, « Nous devons parler. » Nora sourit en réponse et dit, « Je pense qu'il y a eu un moment pour ça, mais il est bien passé. Il ne reste plus grand-chose à dire. Pas entre toi et moi, en tout cas. Attends, écoute-moi. Laisse-moi au moins t'expliquer pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. Peut-être que tu comprendras. Tu es la seule personne qui m'a vraiment compris. Laisse-moi entrer dans la cour, c'est gênant de rester ici, derrière la clôture. Après tout, tu es encore ma femme. Dit-il. Je suis ta femme légale, oui, mais c'est ma faute. La prochaine fois que j'aurai un jour de congé, j'irai demander le divorce. Si tu es venu ici pour demander de l'argent, je te le dis tout de suite, je n'en ai pas. Que pourrais-tu bien vouloir d'autre? Je ne sais même pas moi-même, marmonna Gutiérrez. Ne me dis pas que c'est de l'amour. Je t'ai fait confiance tant de fois, et tu as consommé tout. Ce que j'avais, dit-elle calmement. Oui, nous devrions parler comme des gens civilisés, mais laisse-moi être clair, je ne vivrai plus avec toi. Ma vie est plus simple quand je ne dépends que de moi-même. Je ne pense pas que nous devrions continuer cette conversation plus longtemps. Gutiérrez l'appela plusieurs fois, mais elle l'ignora, retournant à son jardin. Il resta là un moment, attendant qu'elle revienne, mais Nora continua de planter, sans jamais le regarder à nouveau. Gutiérrez cracha de colère et s'en alla. Nora passa encore un peu de temps à planter. Puis rentra chez elle auprès de ses enfants. Elle leur tapota la tête et leur dit qu'elle allait réchauffer le dîner, et qu'ils mangeraient ensemble. Après avoir nourri son fils et sa fille, Nora appela son amie et lui raconta la visite de Gutiérrez. Margarita écouta en silence, sans poser de questions inutiles, et lorsqu'elle apprit que son amie avait tenu tête à son mari, elle fut sincèrement heureuse. Je n'arrive pas à croire que tu l'aies fait. Tu as toujours considéré Gutiérrez comme intouchable, et là, tu lui as tourné le dos. Son ego a dû en prendre un coup. J'imagine à peine la tête qu'il a dû faire quand tu lui as dit non. Je ne sais pas ce qu'il avait sur le visage. J'ai l'impression de me réveiller d'une longue sieste. Ce qui m'importe maintenant, c'est de finaliser le divorce. Le reste est sans importance. Je ne veux plus de Gutiérrez dans ma vie. Après avoir parlé avec son ami, Nora poussa un soupir de soulagement. Elle se sentait apaisée. Rejeter son mari avait levé un poids invisible de ses épaules. Je suis ton père, et j'avais une bonne raison d'être absent. J'ai fait de la prison et j'en suis récemment sorti, alors je suis venu te voir tout de suite, dit Gutiérrez. Je me fiche de là où tu as été. Toi et maman vous méritez l'un l'autre. Papa ne paie pas de pension alimentaire, et maman ne la prend pas par fierté, répondit Agueda sèchement. Nora ne s'attendait pas à entendre sa fille dire ça. D'abord désorientée, elle haussa ensuite le ton en demandant à Agueda de surveiller ses paroles. La fille secoua la tête et entra dans la maison. Gutiérrez sourit simplement à sa fille et dit à voix haute, « Quelle malchance, Eve. Des enfants qui parlent ainsi de leur propre mère. J'imagine ce que Constantino dira quand on se rencontrera. Pour l'amour de Dieu, pars, Gutiérrez. Tu n'as plus rien à faire ici. Je doute que notre fils soit heureux de retrouver le père qu'il a abandonné quand il était bébé. Je te demande de sortir de ma vie. Je ne me mêle pas de la tienne, alors ne te mêle pas de la mienne, dit la femme, la voix tremblante. Et ton amour pour moi? Je me souviens que tu m'as dit que tu m'aimais la dernière fois qu'on s'est parlé,
ajouta Gutiérrez d'un ton moqueur. C'était il y a longtemps. Tout est oublié, et rien ne peut être récupéré. Mon seul souhait. Maintenant, c'est que tu partes. Je ne pense pas avoir fait quelque chose de mal cette fois-ci. Sois un homme et va-t'en, dit la maîtresse de maison d'une voix faible. D'accord, je ne te dérangerai plus. Je suis désolé pour tout, murmura l'homme avant de se retourner brusquement et de partir. Après cette visite, Gutiérrez ne réapparut plus jamais dans la vie de son ex-femme. Nora entra dans la maison après le départ de Gutiérrez et se dirigea immédiatement vers sa fille. Elle demanda à Agueda de lui expliquer son comportement à l'extérieur. La jeune fille, arrogante, répondit à sa mère qu'elle n'avait fait que dire ce qu'elle pensait. Nora s'approcha d'elle et lui demanda calmement, « As-tu refusé délibérément la pension alimentaire de Gutiérrez ? Je pense que si un homme veut aider ses enfants, il devrait exprimer ce désir plus tôt que de mal se comporter. Dans ce cas, ton père ne voulait pas aider, et je n'allais pas le forcer. Ne me blâme pas, chaque personne a ses principes. » Après cette brève conversation, Nora remarqua que les choses étaient devenues tendues entre elle et sa fille. Avant, si sa mère lui demandait de faire quelque chose à la maison, Agueda le faisait, même si ce n'était pas toujours de bon cœur. Maintenant, Agueda fermait les yeux sur tout. Nora ne comprenait pas pourquoi elle n'arrivait plus à s'entendre avec sa fille. Elle appela son amie et lui fit part de son problème. Margarita l'écouta puis lui dit que c'était la faute de Nora si Agueda agissait ainsi. Nora l'interrompit et lui demanda de l'aider à comprendre la situation au lieu de la blâmer. Margarita réalisa que son amie était profondément affectée par sa relation avec Agueda. Alors, elle dit, « Laisse-moi essayer de lui parler. Peut-être que je pourrai y arriver. Je ne vais pas lui ménager la vérité. Je lui dirai les choses telles qu'elles sont. Toi, sois ferme avec ton fils. Ne pense pas que je te blâme pour tout. Tu penses que je n'ai pas été à la fois une mère et un père pour mes enfants? Et j'ai dû travailler dur pour qu'ils ne manquent de rien, dit Nora, presque en larmes. Ne pleure pas. Je parlerai à Agueda aujourd'hui. Non, je ne peux pas promettre, mais demain. C'est sûr. On va s'en sortir, dit son ami. Margarita confronta Agueda et lui demanda sans détour pourquoi elle se montrait si impolie envers sa mère. Agueda, avec arrogance, lui dit qu'elle ne discutait pas de telles choses avec des étrangers. Margarita la regarda, surprise, puis lui demanda avec indignation, « Pour qui te prends-tu » Agueda la fixa d'un air défiant et répondit, « Qu'est-ce qu'il y a à ne pas comprendre ? Tu es tante Margarita, mais maintenant je vois que tu te prends pour une adulte, à me dire ce genre de choses. Tu as oublié que je te nettoyais le nez quand tu étais petite ? Fais attention à comment tu parles. Je ne suis pas ta mère, et je ne serai pas gentil avec toi. Je peux prendre un air méchant, et tout ton héroïsme disparaîtra en un instant, répondit Margarita, furieuse, se retenant de gifler la fille de son ami. Agueda restait là, observant sa mère d'un air moqueur. La jeune fille ne disait rien, se demandant ce que Margarita ferait ensuite. C'était comme si Margarita réalisait que Agueda testait délibérément sa patience. Puis elle dit sévèrement, « Je ne sais pas ce que tu essaies de faire, mais je te préviens, je te ferai vivre un enfer si tu continues à rendre ta mère malheureuse. Elle se tue à la tâche pour toi et Constantino, et c'est ainsi que tu la remercies. Tu n'es plus une petite fille, et tu devrais savoir que tu donnes un très mauvais exemple à ton frère. Je te demande de réfléchir à ton comportement. » Margarita ne savait pas si ces mots avaient eu un impact, mais elle voulait que Agueda comprenne qu'elle ne pouvait pas traiter sa mère de cette manière. Margarita croyait sincèrement qu'après cette conversation, Agueda cesserait d'être aussi rebelle. Par la suite, Agueda en voulut à sa mère, pensant que c'était elle qui avait demandé à Margarita de lui faire la leçon. Bien qu'elle devint moins ouvertement insolente, Agueda commença à prendre ses distances, évitant autant que possible de parler avec sa mère. Nora tenta de regagner les faveurs de sa fille, réalisant que Agueda n'était pas méchante, mais restait tout de même distante. L'année scolaire passa rapidement,
et Agueda se préparait à partir à l'université en ville. Avant son départ, Nora demanda à sa fille de rester vigilante et de garder la tête froide. Agueda écouta l'avertissement de sa mère avec une totale indifférence et, juste avant de monter dans le bus, elle dit « Je suis tellement heureuse de partir d'ici. J'en ai marre, et je vais essayer de ne jamais revenir. » « Et je ne vais pas te manquer, ma fille ?» demanda Nora, confuse. « Je ne sais pas. Pour l'instant, je veux juste partir et vivre ma propre vie, où personne ne me dira quoi faire, » répondit froidement Agueda. Elle donna à sa mère un rapide baiser sur la joue et monta précipitamment dans le bus. Nora essuya ses larmes en silence et souhaita mentalement à sa fille un bon voyage. Elle espérait que Agueda trouverait le bonheur et viendrait la visiter bientôt. Un mois passa depuis le départ d'Agueda, et Nora l'appela 2 jours après. Mais Agueda fut brève, disant simplement qu'elle allait bien. Nora ne fut pas satisfaite des réponses courtes. Elle voulait tout savoir en détail. Cependant, après avoir échangé quelques mots, sa fille écourta rapidement l'appel. Un an s'écoula depuis que Agueda était partie. Durant cette période, Nora n'avait eu qu'un seul contact avec sa fille. Elle était profondément inquiète. Margarita voyait l'angoisse de son amie et faisait de son mieux pour la soutenir. Margarita connaissait la maladie de son amie et voyait à quel point il lui était difficile de gérer même les tâches ménagères les plus simples. Margarita lui proposa d'appeler les enfants pour l'aider à s'adapter, mais Nora refusa cette offre. Après avoir parlé à son amie, Margarita croisa par hasard sa voisine Léonia, avec qui elle eut une conversation. Léonia mentionna qu'elle entendait souvent Nora pleurer. Cela s'expliquait par le fait qu'elle n'arrivait plus à accomplir des tâches simples, comme aller chercher de l'eau ou sortir les poubelles. Margarita discuta un moment avec la voisine, et les 2 femmes parlèrent de la manière dont elle pourrait aider Nora. Léonia dit qu'elle lui rendait visite chaque fois qu'elle le pouvait, mais ne pouvait pas être là tout le temps, car elle avait sa propre famille à s'occuper. Margarita la remercia de penser à son amie. Après avoir parlé avec Léonia, Margarita comprit que Nora avait vraiment besoin d'aide. Elle aurait bien voulu l'aider elle-même, mais elle devait aussi s'occuper de son petit-fils de 2 ans pendant que sa mère était à l'hôpital. Margarita décida donc de parler à un ami qui avait proposé d'appeler les enfants pour un certain temps. Mais dès que Nora l'apprit, elle demanda immédiatement à son ami d'oublier cette proposition. Margarita regarda son ami avec confusion et lui demanda pourquoi elle avait refusé. Nora répondit qu'elle ne voulait pas devenir un fardeau pour qui que ce soit, surtout pas pour ses enfants. Après la conversation, Margarita trouva une autre manière d'aider son ami. Elle arriva à une solution, appeler les enfants de Nora sans qu'elle le sache. La première chose qu'elle fit fut d'appeler Agueda, en lui disant sévèrement « Ta mère est en difficulté. Elle a besoin d'aide. Viens immédiatement, et ne me dis pas que tu as des affaires urgentes. Si je ne te vois pas dans 3 jours, j'appellerai ton mari. Lui, au moins, traite ta mère bien mieux que toi, et tu sais que je le ferai. » Après cela, Margarita appela le fils de son ami, Constantino, et lui demanda également de venir. Au début, il dit qu'il était occupé, mais Margarita le menaça de lui causer des ennuis au travail, en disant qu'elle raconterait comment il avait abandonné sa mère dans son moment de besoin. En réponse, Constantino accepta à contre-ségur et dit qu'il serait là dans 1 semaine. Peu après les appels de Margarita, les 2 frères et sœurs arrivèrent en ville. Quand Nora vit ses enfants, elle fut folle de joie. À ce moment-là, elle n'avait aucune idée que c'était grâce à son ami. La femme était heureuse que sa fille et son fils soient venus lui rendre visite. Cependant, sa joie fut de courte durée lorsqu'elle les entendit parler dans la cuisine. Agueda fut la première à parler, disant « Tu crois que je vais rester ici longtemps? Je pourrais bien profiter de l'argent supplémentaire en vendant la maison, mais je ne vais pas m'occuper d'eux. Maman. Si ce n'était pas pour tante Margarita qui m'a appelé, je ne serais même pas là. Elle a dit qu'elle dirait à mon mari que j'avais abandonné maman, et mon mari est parfait dans son attitude envers les personnes âgées.
Il traite même ma mère avec respect. Mais je ne sais pas. Pourquoi tante Rita a appelé et promis de me causer des ennuis. Tu sais comment elle est ici. Elle dit qu'elle fera quelque chose, elle le fera. Parfois, je déteste l'ami de maman. Constantino répondit d'une voix monotone, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Agueda répondit, aucun de nous ne dirait non à un peu d'argent supplémentaire. Et tu sais. Bien que maman ne va pas se plaindre. Elle ira probablement bientôt au magasin pour acheter du pain ou du lait, et pendant qu'elle est sortie, nous emballerons ses affaires. Ensuite, on dira qu'elle a perdu la tête et qu'elle devrait être admise dans un hôpital psychiatrique. Après ça, toi et moi récupérerons la propriété ou plutôt, l'argent de la vente. Ce n'est pas une mauvaise idée, mais c'est toi qui géreras tout avec Margarita, chuchota Agueda. Nora avait entendu toute la conversation, figée d'horreur. Était-ce vraiment tout ce qui intéressait ses enfants, obtenir une part de la vente de la maison? Elle ne pouvait pas comprendre comment ses enfants pouvaient être si cyniques envers leur propre mère. Silencieusement, elle se retira dans sa chambre et appela son ami, lui racontant brièvement le plan des enfants. Margarita, à peine capable de contenir sa colère, lui demanda ce que Nora comptait faire. Nora resta silencieuse un moment, puis dit, j'ai un plan, mais j'ai besoin d'aide. Si tu peux, viens tout de suite. Margarita arriva 1 heure plus tard, et Nora partagea son idée, elle voulait céder la maison à une institution qui s'occuperait d'elle. Les enfants ne seraient informés qu'au dernier moment. Margarita tenta d'abord de dissuader son amie et lui proposa même d'emménager chez elle. Nora sourit et dit, je te dois déjà tellement, mais je dois refuser ton offre. Je ne veux pas être un fardeau pour toi. Tu as ta vie, et j'ai la mienne. En plus, tu as toujours voulu que je prenne mon avenir. Eh bien, j'aurai l'occasion de le faire dans un nouvel endroit. Peut-être que je rencontrerai mon âme sœur à la maison de retraite et que je passerai le reste de ma vie avec lui. À ce moment-là, Nora Fernandez fit une pause dans son récit et s'essuya les yeux avec un mouchoir. Elvira Velasco, qui avait écouté attentivement, resta silencieuse, plongée dans ses pensées. Quand l'invité se rendit compte que la vieille femme avait cessé de parler, elle demanda, pourquoi vous êtes-vous arrêté? Je suis complètement captivé. Que veux-tu savoir de plus? Tout est clair, répondit doucement la vieille dame. Pas tout. Je comprends que vous avez appelé un notaire et laissé votre maison à la maison de retraite. Mais comment avez-vous annoncé cela à vos enfants? Vous vous êtes arrêté à un moment très intéressant, dit Elvira Velasco, qui était responsable de la maison de retraite. C'est simple. Après que mon ami et moi sommes allés à sa pension, où j'ai passé un moment merveilleux, je lui ai dit que c'est là que je voulais passer le reste de ma vie. Ensuite, j'ai secrètement invité un notaire. Margarita m'a aidé à garder le secret auprès de mes enfants. Le testament a été rédigé, transférant ma propriété à vos soins. Le lendemain, ma voisine et Margarita sont venues et ont proposé que j'aille au magasin, soi-disant pour une promenade. Naturellement, j'ai accepté. Avant de partir, j'ai demandé aux enfants de préparer mes affaires pour que je puisse les prendre pendant que j'allais chercher du pain. Leur réaction fut surprenante, ils étaient stupéfaits. En silence, j'ai écouté Agueda m'accuser d'être délirante. Puis je leur ai annoncé que la maison appartenait désormais à une maison de retraite. Tu aurais dû voir leur visage. Ils ont commencé à crier que je n'avais pas le droit de faire cela et m'ont même accusé de ne plus être saine d'esprit. Heureusement, je n'étais pas seul à ce moment-là. Ma voisine et mon ami ont entendu tous les cris. Plus tard, Agueda a appelé son mari, disant que j'avais perdu la tête. Elle a dit beaucoup de mauvaises choses sur moi, mais elle reste ma fille, et je ne dirai rien de mal à son sujet. Après avoir dit cela, Nora Fernandez pleura à nouveau, s'essuyant les yeux avec un mouchoir. Elvira Velasco resta silencieuse un moment, cherchant les bons mots. Finalement, elle dit, vous m'avez bouleversé avec votre histoire, mais je peux dire que vous l'avez racontée exactement comme elle s'est déroulée, sans exagération. Et croyez-moi, ce n'était pas facile à écouter.
Nora sourit à travers ses larmes. Est-ce que je t'ai choqué avec mon récit, ou peut-être ennuyé? Mais je l'ai partagé tel qu'il s'est passé. Elvira acquiesça, je suis impressionné par votre histoire. Je ne peux juger personne, car c'est votre vie, et vous seul pouvez prendre ces décisions. Je comprends à quel point cela a dû être difficile de revivre tout cela en me racontant. Les deux femmes restèrent silencieuses, chacune perdue dans ses pensées. Quelques instants plus tard, on frappa à la porte. Nora se leva pour ouvrir et trouva sa voisine Léonia, qui avait apporté une tourte au poisson. Nora sourit et l'invita à entrer. Léonia entra, vit qu'il y avait du monde, et dit, « J'espère que je ne dérange pas, mais je voulais juste déposer cette tourte. Mon mari a pêché du poisson hier, et j'ai pensé partager avec toi. » « Tu es toujours la bienvenue ici, Léonia, » dit Nora avec un sourire. « D'ailleurs, voici Elvira Velasco. Je vais bientôt déménager dans sa maison de retraite. » La voisine sourit chaleureusement. « Nora, tu as fait tant pour ce quartier. Tu as tellement appris aux enfants. Je t'ai toujours admiré. » Nora prit un air sérieux, puis regarda intensément son amie. Margarita remarqua immédiatement son changement d'humeur et dit anxieusement, « Que s'est-il passé? Tu sais que je ne lâcherai pas tant que je n'aurai pas su la vérité. Comment vont mes enfants? Mon cœur se serre pour eux, » murmura Nora. « Ne t'inquiète pas. Si quelque chose n'allait pas, ils seraient venus te voir depuis longtemps. Ou alors ils m'auraient contacté. De plus, Agueda et Constantino savent où tu te trouves. » Répondit doucement son ami. Depuis 2 mois, Nora vivait dans une pension de famille. Puis, quelque chose d'inattendu se produisit dans sa vie. Elle rencontra un homme plus âgé à la pension nommé Crespo. Au début, ce n'était que de simples conversations entre eux, discutant de diverses choses. Mais avec le temps, Nora réalisa qu'elle était tombée amoureuse de lui. Bientôt, Crespo lui proposa de l'épouser. Nora n'arrivait pas à croire qu'à la fin de sa vie, elle pouvait encore tomber amoureuse de tout son cœur, mais c'était arrivé. Elle accepta de l'épouser. Nora appela son ami pour lui annoncer la nouvelle, et après un bref moment de silence. Stupéfait, son ami la félicita. « Mais je dois rencontrer ton fiancé. S'il ne passe pas mon contrôle visuel, je le rejetterai, » plaisanta-t-elle. « Tu es incorrigible, rien Nora. Tu sais, je commence à penser que je devrais m'installer dans ta pension. Elle a l'air d'être un endroit animé, » répondit Margarita. Lorsqu'Elvira Velasco entendit parler du mariage, elle convoqua Nora dans son bureau pour une discussion. « J'ai entendu dire qu'il y aura un changement dans ta vie, et je suis heureuse de te féliciter, » dit Elvira. « Toi et Crespo semblez être en harmonie, et tu as l'air radieuse. Je veux te dire quelque chose, ta maison n'a pas encore été vendue. Si tu le souhaites, la pension pourrait te l'offrir comme cadeau de mariage. C'est ton choix. Et ne t'inquiète pas, c'est parfaitement légal. Nous avons le droit de révoquer le testament, et tu peux le modifier. Je devrais consulter mon futur mari. Après tout, il sera désormais le chef de famille, dit Nora. Avec un sourire. Bien sûr, répondit Elvira. Se marier avec l'homme qu'elle aimait ne fut pas le dernier événement heureux dans la vie de Nora. Le jour où elle échangea des alliances avec Crespo, elle aperçut sa fille debout non loin. Avec son mari et son enfant, et Constantino se tenant à proximité. Nora pleura en voyant ses enfants. Sa fille se précipita vers elle, les larmes aux yeux, et chuchota, « Pardonne-moi, ma chère, si tu le peux. J'ai fait beaucoup de choses blessantes, et j'ai tellement honte devant toi. » À ce moment-là, le fils de Nora s'approcha d'elle avec un bouquet de fleurs et s'agenouilla pour lui demander pardon. Nora n'en revenait pas que ses 2 enfants soient là, lui demandant pardon. Elle jeta un coup d'œil au-dessus de la tête de son fils et vit le sourire satisfait de son ami. Nora comprit que Margarita avait joué un rôle dans tout cela. À la réception de mariage dans la salle à manger de la pension, tout le monde félicita sincèrement le couple âgé, leur souhaitant paix et bonheur. Ce jour-là, Nora se sentit
doublement heureuse car elle avait à la fois son bien-aimé et ses enfants à ses côtés. Après la célébration, Nora appela son ami et, seul, lui dit, « Tu sais, je dois l'admettre, tu es la meilleure amie que j'ai jamais eue, et je n'en aurai jamais d'autre comme toi. Je sais que mes enfants ne sont pas venus au mariage par hasard. C'est grâce à toi. Tu m'as aidé plus d'une fois, et je t'en suis tellement reconnaissante. Je ne sais même pas comment te remercier. » En pleurant, elle dit cela, et Margarita répondit, « Ne pleurons pas. N'oublie pas que nous sommes amis depuis le lycée, et nous nous sommes toujours fait confiance. Maintenant, parlons de plans heureux pour l'avenir, c'est bien plus intéressant. Si tu as aimé l'histoire, mets un pouce en l'air et abonne-toi à la chaîne.